Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour les aléas du direct. Les aléas du jeudi, c'est de l'économie, c'est de la politique, c'est aussi ce qui se passe aussi dans la ville et dans la région. Regardez par exemple avec nous Yaré Diagne, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'un collectif peu connu mais important, le collectif du 10 mai. Alors attention, il ne s'agit pas de commémorer le 10 mai 81, l'élection d'un certain François Mitterrand, qui rappelle des souvenirs à un autre de nos invités, mais bien de commémorer l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. On vous expliquera tout ça tout à l'heure, pourquoi le choix de cette date par exemple également. Patrick Sécotti en face de vous qui continue de prendre des notes pour la CCI de Montpellier qui vient nous parler du village de l'automobile. Et puis on fera également un point sur un de vos combats en tant que président de la Fédération du bâtiment d'ici, combat contre la concurrence déloyale. Et à vos côtés, à votre gauche, on l'a aperçu à l'image, Nicolas Cadenne, tout nouveau rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, nommé par François Hollande en personne, aux côtés du tout nouveau président de ce même observatoire, Jean-Louis Bianco. Avant également de vous dire que Olivier Roiran, bien sûr, est avec nous. Bonsoir. Pour cette séquence politique. Un mot sur le grand jeu concours de TV Sud, c'est le Kezaki. Alors évidemment, j'ai pas noté qui étaient les gagnants du jour, mais il y en a. En tout cas, pour tout savoir sur le Kezaki, c'est tout de suite. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Jusqu'au 30 juillet, profitez-en, jouez. Et puis, écoutez, ce sont les aléas du direct. Donc, le jeudi, donc c'est politique, donc c'est parti la politique. Olivier Roiran, nous avons décidé de recevoir Nicolas Cadenne qui est dans l'actualité puisque après un passage au ministère de l'agroalimentaire, vous étiez chargé de mission près de ce ministre. Alors un ministère dont on n'a pas beaucoup entendu parler au début. Et puis tout à coup, il y a l'affaire de la viande du cheval. Donc j'imagine que ça a été le coup de feu pour vous et toute votre équipe. En tout cas, cette affaire n'est pas forcément tellement tassée. Mais vous, ça y est, vous avez pris une autre direction, celle de l'Observatoire de la laïcité, un observatoire qui, si je crois ce que j'ai pu lire sur ici et là, a été créé en 2007 par le président Jacques Chirac, mais qui est resté en jachère pendant quelques années et qui renaît de ses cendres en ce 8 avril 2013. Vous nous en dites un peu plus. En quoi ça consiste, un observatoire de la laïcité ? Oui. Alors l'observatoire de la laïcité, effectivement, il a été créé en 2007 par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, et puis pour des raisons qu'on ne connaît pas, le président Sarkozy ne l'a pas institué réellement, ne l'a pas installé, et donc il n'a été installé que le 8 avril dernier par le président François Hollande et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Donc l'observatoire de la laïcité, par définition, il observe ce qui se passe sur le terrain pour garantir le respect du principe de laïcité, qui est un instrument essentiel, fondamental pour le vivre ensemble. Il peut s'autosaisir sur toute question qui touche à ce principe fondamental de la République. Il est aussi consulté par tout ministre dès lors qu'un projet de loi peut concerner ou peut toucher à la laïcité. Et bien sûr, il fait des propositions et rend un rapport annuel au président de la République et au Premier ministre sur le respect du principe de laïcité en France. Alors, il est composé d'un président, Jean-Louis Bianco, une personnalité connue à gauche, bien sûr, ancien secrétaire général de l'Élysée, c'était sous François Mitterrand, justement. On en parlait, il a été également ministre, longtemps député. Jean-Louis Bianco, vous avez travaillé à ses côtés, ça explique pourquoi il est venu vous chercher, c'est lui qui est venu vous chercher ? Non, enfin, je sais pas, c'est sûr qu'en tous les cas, il est connu, que l'on se connaît bien et que l'on travaille bien ensemble, donc ça a sans doute aidé effectivement à ce choix, qui est un choix fait par le président et le Premier ministre.
Alors, vous êtes également membre du Parti Socialiste, bien sûr, on parlera politique tout à l'heure. Vous êtes implanté sur Nîmes. On va d'abord essayer de bien comprendre les objectifs et quelles peuvent être les missions de cet observatoire de la laïcité. D'abord, sa composition, des hauts fonctionnaires, quelques parlementaires et des personnalités de la vie civile, comme on dit. Vous avez 4 parlementaires, 2 sénateurs, 2 députés, un député PS, une sénatrice PRG et 2 sénateurs, et un sénateur et une députée UMP. Et puis ensuite vous avez 7 représentants des ministères, des ministres concernés par le principe de laïcité en premier lieu, comme l'éducation nationale ou la santé. Et puis ensuite une dizaine de personnalités qualifiées qui sont issues du monde universitaire, du monde associatif, de ce genre des sociologues, enfin ce genre de choses, du monde de l'entreprise aussi. Je me suis posé la question et effectivement j'ai constaté comme beaucoup de confrères qu'il n'y a pas de représentants des cultes. On aurait pu imaginer que dans cet observatoire il y ait justement des représentants des cultes, puisque la laïcité c'est en opposition ou en accord, mais en tout cas c'est la différence entre la laïcité et le cultuel. Là en l'occurrence il n'y a pas de représentants des cultes dans cet observatoire. Alors effectivement vous avez des membres qui sont potentiellement croyants, qui ont leurs convictions propres, personnelles, mais on n'a pas voulu intégrer directement des représentants des cultes qui seront néanmoins évidemment constamment consultés et auditionnés par l'Observatoire, puisqu'il s'agit surtout pas d'être en contradiction et contre les religions, mais bien de garantir la laïcité telle qu'elle est définie notamment par la loi de 1905, à savoir la neutralité de l'État, l'impartialité de l'État là-dessus, à savoir aucune religion qui ne puisse dominer une autre religion et le respect du pluralisme. Est-ce que l'Observatoire peut être saisi par les citoyens? Vous le disiez, vous pouvez vous auto-saisir, être saisi par des personnalités, des politiques. On peut tout à fait être interpellé par quiconque et nous-mêmes s'auto-saisir et effectivement donner suite à ces interpellations. Alors il y a une question qui va peut-être faire l'objet d'un débat, en tout cas au niveau de l'Observatoire, c'est la proposition du ministre Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, sur le fait d'instituer un enseignement de la morale civique, de la morale laïque au niveau des collèges, au niveau même dès la primaire, primaire, collège, peut-être lycée. C'est une des questions dont vous allez être saisi bientôt. Ce rapport a été rendu par 2 membres de l'Observatoire, qui sont Alain Bergogneau et Laurence Loeffel. Donc il a été bien sûr présenté à l'Observatoire. On en a débattu encore la semaine passée. Et il s'agit effectivement d'un enseignement laïque de la morale. Donc nous allons voir quelles sont les meilleures conditions pour le mettre en application, bien sûr, avec le ministre de l'Éducation nationale qui souhaite une mise en œuvre effective pour 2015. Alors j'ai relevé également dans l'actualité, là c'est tout récent, un rapport alors je ne sais pas si c'est comparable, mais la Commission américaine sur les libertés religieuses, qui rend son rapport 2012, donc qui s'intéresse à ce qui se passe sur la planète entière et qui constate pour l'Europe et particulièrement pour la France que beaucoup de personnes croyantes sont confrontées à une laïcité agressive, je cite, qui place ces personnes religieuses en position inconfortable pour pouvoir exercer librement justement leurs convictions religieuses. Qu'est-ce que vous répondez à nos amis américains? Entre les États-Unis et la France, il n'y a pas du tout la même conception de la laïcité. C'est une conception chez nous qui est tout à fait différente de la leur, à savoir cette neutralité de l'État qui n'existe pas vraiment dans le système américain, où il y a plus de place laissée aux croyances, à toutes les croyances religieuses en particulier. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de certains mouvements qui sont en France qualifiés parfois de sectaires, comme la scientologie, on le sait. Donc effectivement, du coup, le regard n'est pas le même. Alors il s'agit évidemment pas pour nous de donner crédit à une laïcité qui serait effectivement agressive, donc je crois pas. Nous, il s'agit simplement de montrer que l'État lui-même est neutre, que ses agents publics doivent être neutres vis-à-vis du public qu'ils rencontrent, mais il ne faut pas confondre ça avec une laïcité effectivement qui serait d'exclusion et qui empêcherait les croyances et la liberté de conscience, qui est effectivement également un droit fondamental. Alors, les débats sur la laïcité tournent beaucoup autour des signes. À l'époque, il y a eu un débat également sur les termes vraiment précis, des signes parfois qui peuvent être qualifiés d'ostentatoires de l'appartenance religieuse. Alors, il y a cette affaire qui est dans toutes les têtes, l'affaire de la crèche Baby Lou, une crèche
privée, mais une crèche privée, ça a aussi une fonction de service public. Et c'est sans doute en s'appuyant sur ce point-là que la direction de cette crèche avait décidé de licencier une des employées de cette crèche qui portait le foulard dit d'islam, islamique. Et le licenciement a fini par être annulé, qui avait été validé en cour d'appel, a fini par être annulé par la Cour de cassation au motif que ça constituait une discrimination en raison de convictions religieuses. Alors, je crois savoir que le président de la République vous a également donné mission de réfléchir à une loi pour l'application de la laïcité dans les entreprises, et particulièrement les entreprises qui accueillent du public. Nous y travaillons en ce moment et nous allons rendre effectivement des propositions au président de la République et au Premier ministre avant l'été ou à la fin du mois de juin, par là. Donc, il faut bien comprendre que la situation n'est pas aussi nette. C'est-à-dire qu'il y a eu le 19 mars dernier 2 arrêts de la Cour de cassation, un qui s'intitulait CPAM Seine-Saint-Denis et un autre crèche Babylou. Sur l'arrêt CPAM Seine-Saint-Denis, la Cour de cassation étend considérablement l'obligation de neutralité et de laïcité à tous les agents publics et même à tous les agents qui sont dans une délégation de service public, même si leur régime est de droit privé. Donc ça va bien au-delà de l'obligation qui était en cours. Donc qu'ils soient en contact direct ou pas avec du public, ces agents, quels qu'ils soient, ne doivent pas avoir de port de signes religieux ostentatoires. Donc là, il y a une extension assez large. Et de l'autre côté, effectivement, pour ce qui est privé, qui n'est pas considéré comme une mission de service public ni une délégation de service public, lorsqu'il n'y a pas de contrat passé avec la collectivité, alors là, il faut s'en remettre uniquement au Code du travail, qui peut permettre des restrictions au port de signes religieux, mais uniquement lorsqu'il y a une entrave manifeste à la mission. C'est-à-dire que si effectivement vos convictions, votre croyance vous empêchent d'exercer correctement votre mission, il y a un licenciement qui peut être entendu et validé. Et là, la Cour de cassation a considéré que la base légale qui est interprétée pour le licenciement n'était pas correcte, parce que le règlement intérieur de la crèche était beaucoup trop général, avait une portée beaucoup trop imprécise et générale, et du coup discriminante. Et donc, effectivement, ce licenciement a été cassé. Nicolas Cadette, je ne veux pas piquer la question à Olivier Roiran, mais je vais le faire quand même. On a, dans les critiques, il y a eu notamment de certains politiques autour du débat sur le mariage pour tous. Il y a eu beaucoup cette idée, cette notion de diversion. Le gouvernement fait diversion en s'occupant de réformes sociétales, en faisant plaisir aux uns et aux autres, pour faire diversion par rapport à la réalité de la situation économique, que vivent les Français. Enfin, on a beaucoup entendu ce type de discours-là. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, dans un domaine comme celui-là, à nouveau, de focaliser sur... On va parler du foulard pendant des semaines et des semaines. Et puis, le foulard, oui, c'est important, le foulard, certes, mais on peut comprendre que certains Français estiment que c'est pas la priorité du moment. Non, mais bien sûr, on en a bien conscience, et le risque majeur, effectivement, c'est le débat qu'il y aurait autour de propositions éventuelles sur cette question. Et donc, effectivement, pour nous, il est fondamental de poser les règles d'un débat qui soit parfaitement serein, et de surtout pas, effectivement, tomber dans des risques d'instrumentalisation politique de la question de la laïcité qui est importante, effectivement, essentielle, mais qui ne doit pas être caricaturée. Le contexte politique, justement, nous n'oublions pas que vous êtes du Parti socialiste, François Hollande au plus bas dans les sondages, et même dans un sondage qui est paru, effectivement, si la présidentielle avait lieu dimanche prochain, il ne serait même pas qualifié pour le second tour de la présidentielle au profit de Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy étant en tête. En tout cas, des difficultés très nettes pour le président de la République, pour le gouvernement. Comment vous prenez les choses, vous, en tant que socialiste ? Oui, on sent effectivement des difficultés très nettes, comme tout Français. On sent bien que la crise est toujours là, que beaucoup de nos proches sont dans la difficulté, sont au chômage, cherchent un emploi. Donc on le vit, tout le monde le vit, et les socialistes évidemment le vivent eux-mêmes très clairement. Néanmoins, le cap a été donné par le président de la République, et honnêtement, quand vous êtes dans la machine gouvernementale, vous voyez bien
que de nombreuses actions sont menées et ça se voit pas toujours effectivement parce que comme on l'a dit, il y a parfois des concentrations, des focus sur des débats qui ne sont pas ceux qui concernent le plus les Français, mais il y a de nombreuses actions qui ont été faites. Mardi dernier, devant les entrepreneurs, François Hollande a encore fait un certain nombre de mesures. Donc toutes les mesures sont là, sont utilisées au mieux et l'agenda est accéléré. Il suffit de voir ce qui se passe au Parlement et je peux vous assurer qu'on vote des lois pour changer et pour permettre l'amélioration de la situation. Il faut de la patience, oui, mais il faut évidemment de la volonté, beaucoup de volonté. Et le gouvernement en a vraiment, très clairement. Donc j'entends bien qu'il est dur d'être convaincu. Mais il faut se battre de manière collective. Il va falloir convaincre, en tout cas pour les prochaines échéances électorales. Elles arrivent dans moins d'un an, ce sont les municipales. À Nîmes, c'est pas très très clair à gauche, au Parti socialiste notamment. Est-ce que vous êtes vous-même candidat de Nîmes? Non, là je me pose pas de cette question. Damien Larry a fait part de son souhait de candidater. S'il va jusqu'au bout, je serai bien sûr à ses côtés. Il n'est pas allé jusqu'au bout encore. Il a pas. Voilà, donc on attend effectivement de voir ce qu'il en est. Mais s'il va jusqu'au bout, bien sûr, je serai à ses côtés. Il a une légitimité évidente. Il a surtout cette capacité de rassembler toute la gauche. Ce qui serait quand même essentiel dans cette situation effectivement un peu complexe où on a besoin de relancer des dynamiques. Donc si toute la gauche, tous nos partenaires sont associés et puis jusqu'aux humanistes pour cette échéance fondamentale, je pense que ça peut veut dire convaincre le Parti communiste, venir à vos côtés, ça veut dire convaincre également Jean-Paul Boré. Oui, bien sûr, il faut bien entendu jouer avec Jean-Paul Boré. Mais bien entendu, Jean-Paul Boré fait un travail de terrain essentiel, qui est fondamental là encore, depuis maintenant plusieurs années. Donc il est évident qu'il faut l'associer à la démarche et qu'il faut qu'il soit aussi au devant de cette liste. Vous pensez que Nîmes peut basculer à gauche malgré le contexte national difficile, malgré une période compliquée également pour Jean-Paul Fournier, mais il en sort, puisqu'aujourd'hui il est plus dans les inaugurations que dans les travaux, qui ont été difficiles à vivre pour beaucoup de Nîmois. Vous pensez que c'est quand même gagnable pour la gauche, Nîmes ? Bien sûr que c'est gagnable, Après, il faut effectivement qu'on fasse dès maintenant. Certains l'ont commencé, comme Jean-Paul Boré, vous le disiez. D'autres aussi, ce travail de terrain, qu'on aille à la rencontre des Nîmois et qu'on explique quel est notre projet alternatif à ce qui a été fait et ce que veut faire encore le maire actuel. Alors, vous l'avez dit, les travaux sont terminés, il en profite. Moi, j'avais déjà dit il y a quelques années que le calendrier des travaux était clairement assez électoraliste. Tout avait été calé, tout avait été fait très vite. C'est de bonne guerre en même temps. C'est de bonne guerre. Le problème, c'est que ça a coûté. À Montpellier, c'était une spécialité d'un élu de gauche bien connu, Georges Frêche, qu'il a même théorisé ce calendrier. Patrick Sécotti peut témoigner. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il n'y avait pas les mêmes gaspillages. Là, on a quand même des gaspillages d'argent public qui sont très conséquents. Vous l'avez vu avec des annulations de travaux, des reconstructions qui ont coûté énormément d'argent pour pas grand-chose, pour des erreurs purement administratives et des interprétations erronées de la part de certains élus. Et ça, c'est quand même un cafouillage qu'il faut éviter à l'avenir. Il est déjà en campagne, Nicolas Cadenne, pour les municipales. Un mot quand même de Montpellier. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la situation à Montpellier. On le rappelle, au niveau du Parti socialiste, 3 candidats, entre guillemets, officiels à la candidature. Le maire sortant, Hélène Mandroux, un de ses adjoints, Philippe Sorel, qui est parti, lui, il y a 3 ans, en campagne pour les municipales. Et puis Jean-Pierre Moore, le président de l'agglo de Montpellier. Alors, il y a eu un sondage qui a été commandé par le PS, qui est sorti la semaine dernière. Et puis, il y a une question posée aussi aux Montpelliérains. Êtes-vous favorable ou non à une primaire citoyenne? Certains élus sont favorables, notamment un député, Patrick Vignal, et d'autres. Et puis certains, ils n'y sont pas du tout favorables. C'est le cas du maire sortant. On va l'écouter. Il était notre invité mardi dernier. Le Conseil national du Parti socialiste a dit qu'il n'y aurait pas de primaire citoyenne à Montpellier. Il n'a pas fermé la porte, il dit effectivement si le maire est d'accord et le demande, c'est possible. Voilà, mais moi je ne le demande pas. Pour moi, je le dis et je le répète, la primaire citoyenne, c'est le premier tour des municipales. C'est une primaire citoyenne, puisque ce jour-là, il y aura certainement un candidat socialiste, en l'occurrence moi-même, il y aura certainement une liste verte, il y aura une liste UMP, il y aura peut-être une liste Front National, une liste NUP. Le premier tour, il sera là. Voilà, Hélène Mandroux, pas du tout favorable aux primaires citoyennes. Alors le premier secrétaire fédéral, lui, Hissène Bourgi, il ne voit pas d'inconvénient, donc ça va être compliqué pour... C'est un bon principe, ça, les primaires citoyennes, y compris dans les villes comme ça. À Nîmes, par exemple, une primaire citoyenne à gauche, vous pensez que c'est une bonne idée? C'est un bon principe dès lors qu'elles sont effectivement
conduite dans des bonnes circonstances, dans un climat qui est consensuel, au moins sur l'organisation de ces primaires. Si effectivement ça ne peut pas se faire sur des bases équitables pour chacun, ça pose problème. Les primaires sont là pour départager de la meilleure des façons et pour lancer une dynamique quand il y a besoin sur une ville d'assez grande importance. Donc là, concernant Montpellier, je ne peux pas me positionner n'étant pas montpelliérain et je ne sais pas comment ça va finir. J'espère simplement qu'évidemment, il va y avoir une entente très rapide, le plus rapidement possible, à 1 an des échéances. L'appel est lancé. Merci. Restez avec nous. Merci. Nicolas Cadenne, on va parler village automobile, on va parler commémoration on verra s'il y a des liens possibles d'ailleurs entre un observatoire de la laïcité et des associations en charge de faire vivre cette commémoration de l'abolition de l'esclavage. On marque de courtes pauses. À tout de suite pour la deuxième partie des aléas du direct.